Ma maîtresse, c'est le pouvoir. Ma seule passion, c'est la France. C'est en ces termes que Napoléon Bonaparte, alors général en chef de l'armée d'Égypte, commença à dévoiler ses grands projets. Mais pour l'instant, il en est encore loin. Nous sommes en août 1799, il vient d'avoir 30 ans. La campagne d'Égypte tangue entre le fiasco militaire et la conquête culturelle réussie. Une dernière victoire face à l'armée anglo-turque, histoire de finir sur une bonne note cette symphonie tragique. Et Napoléon est fixé. Il faut quitter l'Égypte, le fruit est mûr. La France l'attend. Dans l'Hexagone, c'est le chaos. Ses conquêtes antérieures ont été bassement perdues. Italie, Allemagne, le pays est rongé par la violence, la corruption, la guerre civile, et enchaîne les défaites militaires. Le Directoire et ses avocaillons fait prendre à la Révolution un visage désastreux. Dans la nuit du 17 au 18 août, Napoléon embarque sur le Mouilleron et traverse la Méditerranée au nez et à la barre des navires anglais. Après un bref détour en Corse, son île natale, il débarque à Fréjus. Dès qu'il touche terre, il est aussitôt emporté par une foule en liesse qui n'attendait que lui. Lui, le sauveur de la République. Qu'importent les mesures habituelles de quarantaine, qu'importent les risques de peste, le peuple enlace le héros de l'Italie et le grand vainqueur, croit-il, de l'Orient. À son passage, lors de sa remontée vers Paris, les villes s'illuminent, les drapeaux tricolores flottent, tous les coins de rue. Les feux d'artifice guident ces nuits. Devant le domicile du général à Paris, rue de la Victoire, rebaptisée ainsi en son honneur, les allées sont noires de monde. Vive Bonaparte, vive la République, crient les passants. Mais il faut être prudent, ne rien laisser paraître. La population parisienne est très instable. Un jour elle vous acclame et le lendemain elle vous conduit à l'échafaud. Le temps n'est pas à la fête. Napoléon n'a qu'une idée en tête, s'emparer le plus rapidement et le plus sûrement possible du pouvoir. Les 5 directeurs, Sieyès, Barras, Moulin, Roger Ducos et Gohier, le président actuel, ces Pékins avares et corrompus ont mis la France dans un sale état. « Qu'avez-vous fait de cette France que je vous ai laissée si brillante ?» dira-t-il à un proche de Barras. Il faut vaincre, mais ne pas se précipiter, séduire, rassembler, tisser sa toile, placer ses pions et frapper juste. Fouché, Talleyrand, Coulot, Roderer, Jourdan, Moreau, Lefebvre et Combacérès. Voilà des personnages qu'il faut rassurer. Bernadotte reste l'obstacle, il faut s'assurer qu'il restera neutre. Quant au directeur, Barras sera difficile à convaincre, mais reste fragile. Pour Moulin et Gohier, cela semble perdu d'avance. Qu'on les fasse surveiller. Roger Ducos et Sieyès sont les hommes qu'il faut approcher. Sieyès en particulier. C'est lui le véritable cerveau politique du coup d'État. Il y pense depuis des mois et cherche justement un sabre pour exécuter ses plans. Ce sabre, espère-t-il, se nommera Bonaparte. Napoléon hésite, ne s'avance pas, puis accepte. Il sait très bien qu'il ne sera pas qu'un simple exécutant. La fortune lui sourit. Son frère Lucien vient d'être élu à la tête du Conseil des 500. Sieyès a pensé à tout. Il veut feindre une menace jacobine, imminente afin de déplacer les 2 assemblées à Saint-Cloud, loin de la populace. Ensuite, répéter que la République est en danger et qu'il faut en finir avec le Directoire. Sieyès veut faire voter un décret instaurant 3 consuls au pouvoir, avec une suspension temporaire du Parlement. Bonaparte se verra quant à lui remettre le commandement des troupes de Paris. À 6 heures du matin, Napoléon est calme, comme à chaque veille de bataille. Les jours derniers, il a reçu chez lui tous ceux dont il souhaite s'assurer du soutien. Officiers, généraux, banquiers, députés. Il a flatté, rassuré et séduit. Ce matin du 18 Brumaire, officiers et généraux sont convoqués à son domicile. La maison est bondée, tout est prêt, jusqu'aux affiches qui annonceront au peuple le changement de gouvernement. Napoléon est confiant, convoque ses hôtes un à un et dévoile son plan. Murat placera ses troupes sur la place de la Concorde, puis sécurisera la route de Saint-Cloud pour le lendemain. Fouché se chargera de fermer Paris. Personne n'entre ni ne sort. Cependant, il ne faut pas effrayer la population, tout en l'assurant de sa puissance. Aujourd'hui, le Parlement doit accepter son transfert à Saint-Cloud.
Cette chose faite, peu après 8 heures, Napoléon est désormais commandant en chef de la 17e division de Paris et Saint-Bronlieu. Il s'en va devant les députés jurer fidélité à la République. Du côté du directoire, Gouhier a fini par signer le décret. Barras a démissionné, Roger Ducos et Sieyès aussi, mais pour d'autres raisons évidentes. C'est le jour J. Napoléon embrasse Joséphine avant de s'en aller et dire qu'il était rentré d'Égypte avec la ferme intention devant les infidélités chroniques de son épouse de divorcer. Mais l'ex-femme d'Alexandre de Beauharnais s'est révélée, grâce à ses nombreuses relations, comme étant une alliée de poids. Il a bien fait de ne pas la répudier. Cette journée n'est pas une journée pour les femmes, lui dit-il avant de rejoindre ses hommes. Escorté par un détachement de cavalerie jusqu'à Saint-Cloud, Bonaparte croit toujours en son étoile. En passant devant la place de la Concorde, là où la guillotine était installée, Bourrienne murmure « Nous coucherons demain au palais du Luxembourg, ou nous finirons ici. Tout le monde joue gros en ce jour. Mais il faut en finir avec ces avocats incompétents. » Le trajet jusqu'à Saint-Cloud est rythmé par les cris des soldats. « Vive Bonaparte !» scandent-ils. « Vive la Constitution !» rétorquent les députés hostiles, qui pourtant ne nous sont jamais privés pour la violer à de nombreuses reprises. Napoléon arrive à destination, s'installe avec Sieyès et Roger Ducos dans un cabinet. Les 500 siègent à l'orangerie, les anciens dans la galerie d'Apollon. À 13h30, la séance commence. Tout le monde est sur les nerfs. Sieyès a fait préparer une voiture dans le bois voisin pour pouvoir s'enfuir à tout moment. La pression monte d'un cran lorsqu'on rapporte que les députés sont agités, hostiles. Mais Bonaparte est décidé. Le vin est tiré. Il faut le boire. Il entre dans la galerie où siègent les anciens, pourtant la chambre la plus favorable. On s'insurge, on crie au scandale. Napoléon s'emporte, menace. Maladroit qu'il est. L'hostilité de plus en plus forte. Il se rend à l'orangerie, escorté par ses grenadiers. Son frère, président des 500, n'arrive plus à tenir les députés. On crie « Mort au dictateur !» ou encore « Hors la loi !» Certains sortent des poignards de leur toge. On le bouscule. Un soldat est frappé. Napoléon quitte la salle sous le bronca, devant ce qu'il définira comme le cri farouche des assassins contre la force destinée à les réprimer. Il rejoint Sieyès et Roger Ducos dans le cabinet. À 18h, la rumeur court. Napoléon aurait été mis hors la loi. Sieyès aura cette phrase restée dans l'histoire. Ils nous mettent hors la loi, général ? Eh bien, il faut les mettre hors la salle. C'est le moment crucial. Il faut agir ou mourir. Le vainqueur d'Italie se précipite à la fenêtre, dans la cour, sur l'armée patiente. Aux armes, s'écrie-t-il. Il monte à cheval, passe ses troupes en revue. Son frère Lucien ordonne qu'on fasse battre le tambour. Le coup d'état parlementaire est un échec. Reste le coup d'état militaire. Napoléon a pris le dessus sur Sieyès. Il est le dernier espoir, le seul maître de la situation. Il s'adresse à ses hommes. « Soldats, je vous ai menés à la victoire. Puis-je vous faire confiance ?» Les soldats lèvent leurs armes, l'acclament. Dans les rangs, on scande le nom de ce général, avec qui, quelques années auparavant, on a franchi les Alpes. Murat et Leclerc dirigent la troupe vers l'orangerie, où siègent les 500 crapules. « Foutez-moi tout ce monde dehors !» ordonne Murat. C'est la panique. Les députés s'enfuient par les fenêtres, abandonnent leurs toges. Seule la force les a fait plier. À la nuit tombée, les anciens votaient le décret. Il en est de même pour les fuyards qu'on a pu rattraper. Bonaparte, Sieyès et Roger Ducos sont nommés consuls et le directoire est dissous. Tous trois prêtent serment, jurent fidélité à la souveraineté du peuple, à la République une et indivisible, à la liberté, à l'égalité et au système représentatif. Sur la route de Paris, les soldats chantent. La population informée de la nouvelle se réunit devant le domicile de Bonaparte et entonne la Marseillaise. Dans les jours qui suivent, Napoléon soumettra au vote du peuple une nouvelle constitution qui fera de lui le premier des consuls. La révolution et ses années instables est terminée. C'est le début du consulat et avec elle, l'aigle prend son envol.